Let's start. Alors, pour tous ceux qui managent là, je sais, ou qui veulent rester le plus bienveillant possible, je dirais, dans leur truc, et moi, il y a une technique qui est super simple et qui marche beaucoup avec les générations Y et Z. YZ, ça vous parle? Du tout. Tu as quel âge? 43. 43. Tu es génération X. Ok. Tu es la génération sacrifiée. C'est vrai. Je suis génération X, sacrifiée aussi. Voilà. Après, il y a donc de 80 à 95 génération Y et de 95 à 2010 génération Z. Et là, on attaque les alphas. Parce qu'il n'y a plus de lettres après. Donc, voilà. D'ailleurs, vous savez pourquoi ça s'appelle génération X? Pourquoi? Parce qu'avant génération X, c'était les baby boomers. Ok. Et pourquoi on est passé de baby boomer à génération X? Tiens, c'est les sociologues qui ont défini ça. Hein, ils ont dit. Et en fait, et après ils sont pas pris la tête. Hein, ils ont vu X. Ah bah tiens, Y, Z. Génération X. Pourquoi génération sacrifiée? Parce que c'est la période socialement parlant, sociétalement parlant, qui n'était pas une bonne période, et c'est là où on avait le plus de naissances sous X. D'accord. Voilà. Et c'est ça qui a fait que ça s'appelait génération X. Et quand je dis qu'on est une génération sacrifiée, quand tu regardes aujourd'hui les comportements sociétaux, on est une génération où nos parents ont profité. Nous, on n'a pas pu parce qu'il a fallu rentrer dans le bain, et je généralise à outrance, hein, mais c'est une question de culture et de génération. Donc nos parents ont eux connu les 30 glorieuses, ils ont profité, machin, ils se sont battus pour leurs droits et ils sont arrivés. Et nous on est arrivés, c'était un peu plus compliqué parce que il fallait rentrer dans le moule, il fallait faire des études, il fallait prouver des choses, ainsi de suite. Et nos enfants, on leur donne tout, on leur a tout donné. Et aujourd'hui, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, mais il y a des notions de valeur de travail et tout ça qu'ils ne comprennent pas. Et tout leur est dû, ainsi de suite. En fait, tout ne leur est pas dû, mais c'est nous qui avons mis en place des stratégies, des biais cognitifs, de la manipulation bienveillante. Voilà, je ne sais pas que ce que j'ai fait c'est de la merde, mais c'est ça. Et qui fait qu'aujourd'hui, j'en ai encore vu un hier en accompagnement, c'est des classiques, hein, c'est le manager qui a 50 balais et le collaborateur qui a 27 ans. C'est un grand classique et ça ne matche pas entre les deux. Voilà. Et surtout que le monsieur de 27 ans, et il est dans du style « t'inquiète, je gère ». Vous l'avez déjà tous entendu ça, le « t'inquiète, je gère ». Voilà. Ben, je suis large, ça va le faire. Et tous ces petits trucs-là, c'est symptomatique d'une génération qui a eu tout qui tombait, parce que les parents étaient là, suradaptés, en leur amenant tout ce qu'ils pouvaient leur amener pour faciliter la vie. Donc la vie est facile, donc t'inquiète, je gère. Voilà. Et donc pour tout type de management, que ce soit du génération X, Y ou Z, peu importe, et moi, il y a une règle que je trouve qui est très simple à retenir et qui marche très très bien. La première, il y en a deux du coup. La première, c'est de considérer son collaborateur non pas comme un fournisseur, mais comme un client. Et ça change beaucoup de choses dans la vision de la relation à l'autre. Beaucoup, beaucoup de choses. Parce que très souvent, lorsqu'on est collaborateur et qu'on passe manager, on se dit « à moi les barrettes, à moi l'ordre et la discipline ». Et en fait, c'est une grosse connerie. Parce que on se retrouve dans une situation où le collaborateur va subir la pression d'un manager. Et celui qui fait grandir la boîte, ce n'est pas le manager, c'est le collaborateur. D'accord? Et c'est en ça que on pourrait avoir tendance en tant que manager à se dire c'est lui qui doit me fournir des trucs, les reporting, sa production, ainsi de suite. Et oui, parce que c'est la hiérarchie qui veut ça. Mais on se rend compte que c'est une belle connerie. Donc, pour éviter ça, premièrement, je considère mon collaborateur non pas comme un fournisseur, mais comme un client. Ça, c'est très important. Et la deuxième chose, là aussi, c'est un truc mémotechnique, c'est vous avez une difficulté avec quelqu'un, vous voulez embarquer des gens dans un projet, c'est toujours les deux mêmes questions, c'est qu'en penses-tu? Qu'en pensez-vous? Et que proposez-vous? Très ouvert. Et c'est le collaborateur qui va se sentir considéré. Et c'est le manager qui va élever le niveau d'appartenance, d'estime de son collaborateur. Voilà, je fais un parenthèse sur ça, mais c'était super important. J'aurais pu rebondir sur la quantique en fait, avec les neurones miroirs. Mais si je rebondis sur la quantique, on finira à 23 h, c'est pas possible.
Le quantique, ça vous intéresse? D'accord. Votre cerveau ne fait pas ce que vous lui demandez, votre cerveau fait ce que vous lui dites avec précision. C'est toi qui parlais de structure tout à l'heure. Tu connais la technique SMART? Oui, c'est pour la fixation des objectifs. Ouais. Et ça, c'est très très puissant. Parce que un objectif flou amènera irrémédiablement à une connerie bien précise. C'est comme oui, c'est comme Ça va foirer. ouais, c'est comme quand on... Il faut que, le fameux il faut que, il faut que je maigrisse. Et il faut que je fasse un régime. Le fameux truc qu'on a dit 20 fois et qu'on n'a jamais fait. D'accord? Voilà, bon bah ça c'est typique de l'objectif flou qui n'engage pas notre cerveau. Et du coup, pas de résultat. Si, de la frustration, une baisse d'estime de soi, enfin plein de trucs négatifs finalement. Tout simplement parce qu'on n'a pas dit ce qu'on voulait réellement à notre cerveau. On n'a pas bien défini son cahier des charges. D'accord? Et la technique SMART, ou Smarter, pour les managers, je rajoute le E et le R. La technique SMART, elle est vraiment très efficace pour ça. Parce qu'elle permet vraiment de dire, ok, je sais où je vais là maintenant. Et d'être focus sur ça. Après, ça n'empêche pas de décliner l'objectif en sous-objectifs, d'accord? Mais en tout cas, on a une ligne directrice. Et ça, c'est super important. Smart, simple. Mesurable. Je crois que je l'ai ici. Décider, mener, planifier. Réaliste. Structuré. Hop. Structuré. Pour structurer, smarter. Simple et spécifique. Il faut que ce ne soit pas une usine à gaz, sinon on ne va rien comprendre. Votre cerveau ne va rien comprendre et vous n'allez pas être engagé. Le but du jeu, c'est d'engager votre cerveau. Mesurable, ambitieux et accessible, réaliste, temporel. Et ça, pour les managers, je rajoute évaluable et révisable. Un exemple, et il faut que votre objectif, parce que là ça paraît compliqué, il faut quand même que votre objectif, il tienne dans une phrase. Je vais vous donner un exemple personnel. Juste prendre une seule photo ou pas? Tu peux même prendre plusieurs photos. Alors je sais pas, il y a un flou. Je suis désolé, il y a un petit flou, mais bon. Dis-nous Maxime, il y a un truc, tu veux dire un Il y a truc? des choses qui me questionnent. Dis-moi. Bah, en fait, évaluable, révisable et mesurable, je ne vois pas la différence. C'est-à-dire que pour moi, à partir du moment où c'est mesurable, c'est donc évaluable et c'est donc révisable. Ouais, mais je le rajoute. Je le rajoute parce que mesurable, on va avoir une métrique Ouais. tout de suite. Ok. Et Et tu l'évalues. c'est ça. Mais c'est souvent oublié dans le suivi du. Le fait qu'il faut l'évaluer. Voilà, exactement. C'est oublié dans le suivi de l'atteinte ou pas de l'objectif. Et derrière l'évaluation, il y a la révision. Ouais, il y a le fait de corriger. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que je dis que je rajoute ça pour les managers. Parce que c'est des outils. Ils y pensent. Voilà, ils oublient. Et ils oublient un petit peu. L'exemple, un exemple simple, hein, voilà. On a fait simple, on a fait construire une maison, donc c'est simple, hein, on a fait construire une maison de 160 mètres carrés, voilà, c'est mesurable, avec ma femme. Donc c'était à la fois accessible et ambitieux. Parce que faire un projet de couple, une maison, des fois, ouais, c'est des causes de divorce. Hein. En deuxième couronne de Toulouse, dans les 2 ans. Voilà. Et ça nous a fait gagner le fait de faire ça, juste ça. C'est-à-dire, on fait construire une maison de 160 mètres carrés ensemble en deuxième couronne de Toulouse dans les 2 ans. Ça nous a fait gagner 6 mois dans le projet de construction de maison. Parce qu'avant d'en arriver à ça, on partait dans tous les sens. Et une fois qu'on a fait ça, eh ben on a éliminé tout ce qui n'était pas lié à ça. Tout ce qui ne nous rapproche pas de notre objectif nous en éloigne. Donc forcément, ça structure vachement sur les priorités Exactement. et ça évite. Ça évite de partir dans tous les sens. Tu avais l'air de vouloir avoir ce. Oui. J'ai tendance à me perdre un peu dans les détails. Ouais, bah ça c'est. Voilà. Alors, c'est lié à un besoin de perfection. D'accord? C'est bien, c'est un atout. Et il faut comment dire, l'apprécier, ça, et le reconnaître, pour pouvoir justement être
très précis, répondre à ce besoin de détail avec ce genre d'outil très précis. Voilà. Gain de temps et dépenses d'énergie minime.